lance l'enregistrement. Comme ça, effectivement, vous allez pouvoir tous le retrouver sur YouTube. Donc, moi, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, je suis Amélie Fabre-Guité. Je suis la fondatrice de Talent Management, qui comprend plusieurs marques commerciales. Donc, Madircom, qui est un cabinet de recrutement, Pick My Career, qui intervient dans les écoles de commerce pour les étudiants et les alumni, comme aujourd'hui. Également Boost Me Up, qui est un parcours digitalisé d'aide à la recherche d'emploi, qui est fraîchement calliopisé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a également Human Négociation qui permet d'apprendre à négocier tout au long de sa vie pour ne surtout pas avoir peur de négocier et de parler argent, parce que c'est des choses qui sont importantes. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà ajouté en contact et qui m'ont posé des questions. Je n'ai pas encore forcément répondu à tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas à me relancer aussi quand il y a besoin. Je suis très présente sur LinkedIn, j'ai aussi la chance d'être influenceuse B2B. J'anime d'ailleurs ce soir un live sur le marketing d'influence pour les entreprises, pour ceux que ça intéresse, en direct de LinkedIn. Donc aujourd'hui, on va parler des entretiens, donc n'hésitez pas à me poser un max de questions, à rebondir sur ce que vous avez vécu, sur vos expériences, parce que ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a des promos de tous les âges aujourd'hui avec nous pendant ce webinaire. Et l'idée, c'est que entre juniors et seniors, en fonction des métiers, des secteurs d'activité, des villes, des pays, on ne vit pas forcément tous de la même manière les entretiens. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir ce partage d'expérience aujourd'hui tous ensemble. Donc là, l'idée, c'est effectivement de devenir le king des entretiens aujourd'hui. Alors, question assez classique. Pour vous, un entretien, c'est quoi et pourquoi surtout on vous reçoit en entretien? N'hésitez pas à allumer vos micros ou à répondre dans le chat. Les deux me vont pour ceux qui veulent. Qui se lance. On va faire vos timides par contre. Bonjour Amélie, Marie ici. Écoute, pour moi, l'entretien, c'est avant tout une rencontre entre deux personnes qui cherchent à comprendre pourquoi ils se rencontrent. C'est une très belle définition, le côté rencontre. Dans entretien, il y a le mot entre, donc c'est effectivement un échange entre deux personnes, avec la distinction par rapport à souvent les gens qui ont l'impression de vivre un interrogatoire en entretien. Donc c'est souvent à ce moment-là où on se dit que le recruteur a un peu loupé sa fonction de recruteur, qui est de discuter, d'échanger, de découvrir la personne et de l'aider aussi à se révéler, parce que les entretiens, tout le monde ne le vit pas forcément de la même manière. Et effectivement, alors l'entretien, il y a comme le dit aussi Claire, il y a un job à la clé, effectivement. L'idée, c'est d'arriver à vous valoriser et de mettre en avant comment vous allez pouvoir aider l'entreprise. Et ça, c'est le côté essentiel. Après, il y a effectivement le pourquoi on vous reçoit. Il peut y avoir plein de choses positif, mais aussi un peu moins. On vous reçoit parce que ce que vous avez mis dans votre CV, ça a plu au recruteur, il y a les bons mots-clés et que ça fait sens pour lui de vous recevoir par rapport à son besoin. Il vous reçoit parce que peut-être qu'il a vu votre profil sur LinkedIn, qu'il est intéressé par ce que vous avez fait, qu'il a envie d'en savoir un petit peu plus. Il peut vous recevoir parce que vous avez été coopté aussi. La recommandation, ça aide beaucoup à obtenir des entretiens. Donc, votre CV est arrivé sur son bureau par un contact, par une connaissance. Ou alors, et ça, c'est le côté un peu moins fun, on peut vous recevoir en entretien parce que l'entreprise a reçu tellement peu de CV que faute d'avoir trouvé le candidat idéal pour le recevoir en entretien, il décide de quand même voir les peu de CV qu'il a reçus. Donc ça, c'est le côté un peu moins fun que vous pouvez vite déceler normalement en entretien pour si vous sentez qu'il y a un feeling ou pas avec le recruteur ou le RH. Et si vous sentez qu'il y a des questions ou que la personne a lu très rapidement votre CV et qu'elle vous repose des questions alors que c'est marqué noir sur blanc sur votre CV que vous l'avez ou que vous ne l'avez pas, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à rentrer aussi un peu, à montrer votre charisme et à rentrer un peu dans l'art du RH et recruteur. Donc ces deux-là sont importants. On va plutôt rester sur le côté positif. Si vous passez un entretien, c'est que ce que le recruteur ou le RH a vu, a lu, a entendu, peut-être s'il y a déjà eu une préqualification téléphonique, lui convient et il veut creuser davantage avec vous en entretien. Ça veut dire qu'il a eu une bonne première impression de vous, que ce soit au téléphone ou en lecture de votre CV ou votre profil LinkedIn, et que cette bonne première impression, il va falloir, pendant l'entretien, la confirmer. Et ça, c'est ultra important.
Donc, l'objectif de l'entretien, ça va reposer sur 3 choses. Un, ça va être de parler de ce que vous avez déjà fait auparavant. Donc, c'est présenter votre expérience, votre formation. Ensuite, ça va être d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui, quelle est votre personnalité, quelles sont vos qualités, quelle est un peu votre plus-value. Et 3, qui est ultra important, c'est la projection dans l'entreprise. Et ce 3 est beaucoup trop souvent oublié par les candidats qui ne parlent d'eux qu'au passé et à aucun moment essayent de se projeter dans l'entreprise, de mettre déjà un pied dans la boîte en disant exactement comment ils vont pouvoir aider l'entreprise. Et ça, c'est ce qui manque souvent aux entretiens et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi un petit peu aujourd'hui. Si le programme vous va, on démarre. Et surtout, vous n'hésitez pas, on est là pour interagir tous ensemble. Avant l'entretien, la petite chose classique, donc la plupart devaient déjà connaître, c'est se renseigner sur l'entreprise. On va stalker son interlocuteur. On va se renseigner sur Google, on va taper son prénom et son nom dans Google, on va le stalker sur son profil LinkedIn. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en vision cachée. Le recruteur ou le RH va également aller voir votre profil LinkedIn. Vous pouvez aussi y aller. Il n'y a pas de raison de se mettre en masqué sur LinkedIn pour faire ça. Vous pouvez regarder s'il a un profil Twitter, on ne sait jamais, s'il a un profil Instagram ouvert. Allez-y, regardez tout ce que vous pouvez trouver sur votre interlocuteur. C'est important, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va être question de créer du lien avec votre interlocuteur pendant l'entretien. Donc, pour créer du lien avec votre interlocuteur, il faut avoir des informations sur lui. En négociation, on dit souvent que la négo est réussie s'il y a eu 70 à 80% de préparation. Et le stalking, le fait d'aller se renseigner, c'est de la préparation. Je dois savoir qui j'ai en face de moi. Ok, j'ai un RH, j'ai un recruteur, j'ai un manager, j'ai une personne externe qui va peut-être me valider le step suivant. Qu'est-ce qu'elle a fait comme parcours, qu'est-ce qu'elle a fait comme carrière, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Ok, je vois, elle a un compte, je sais pas moi, Insta ouvert où elle met plein de photos de chats. A priori, elle aime les animaux. Donc, si j'ai un point commun avec elle, je vais essayer de le glisser pour créer de l'affinité et pour lui donner envie de continuer à échanger avec moi. On recrute de base des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on a une affinité. C'est un peu comme un jeu de séduction. Quand on va chercher l'âme sœur, et ben on cherche quelqu'un qui va nous rassurer et avec qui on a des points communs. Et ben en recrutement, c'est exactement la même chose. On cherche des gens avec qui on a des points communs et qui vont pouvoir nous rassurer. Et l'idée, c'est que là, les points communs, c'est peut-être un événement que la personne auquel elle a assisté, que vous avez aussi participé, des loisirs qu'elle a, que vous avez aussi. Peut-être que c'est une personne qui est originaire, je sais pas moi, c'est des Bretons, il y en a partout, j'en ai forcément un dans la salle avec moi aujourd'hui. Donc, c'est de dire, tiens, je suis issue de la même région ou de la même ville que cette personne, et je vais l'indiquer pendant l'entretien pour créer une sorte d'ancrage émotionnel et de se dire, tiens, cette personne me ressemble, j'aime bien son caractère, j'aime bien son attitude, donc je vais avoir envie, je vais me sentir à l'aise en tout cas pour travailler avec elle. Donc ça, c'est vraiment la première chose importante. On stalk tout ce qu'on peut stalker sur son futur interlocuteur. On va aussi se renseigner un max sur l'entreprise, les réseaux sociaux, le site web. On va aller sur Glassdoor pour voir un petit peu les avis des salariés et ou des anciens salariés. On va regarder dans les Google Actu. On va aussi contacter forcément les alumni pour savoir un petit peu, tiens, comment c'est dans cette entreprise, quelle est un peu l'ambiance dans cette boîte, comment ils s'occupent un peu de leurs collaborateurs. Est-ce que, je sais pas moi, on peut avoir des augmentations facilement? Est-ce qu'ils sont ouverts au télétravail? Est-ce que c'est facile d'évoluer en termes de mission? N'hésitez pas à poser un maximum de questions pour essayer de déjà avoir une petite idée de la boîte. Parce que souvent le site web, c'est notre entreprise est formidable, on a des valeurs exceptionnelles, on est les meilleurs du monde. Mais après, il faut aller creuser pour en savoir un peu plus. Sur LinkedIn, si vous êtes en premium, donc c'est un des avantages d'être en premium, c'est que vous pouvez aussi voir la durée de vie, entre guillemets, d'un collaborateur dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va voir le taux de turnover de l'entreprise. C'est accessible depuis la page entreprise. On voit que les salariés, en général, restent 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, ça peut être aussi un indicateur si vous cherchez une entreprise pour vous poser et que la boîte, en gros, tous les 2 ans, la durée de vie d'un collaborateur est très basse. A priori, c'est pas non plus la joie. Donc ça va être important pour savoir exactement peut-être sur quel élément appuyer. Si vous voyez que dans l'actualité de l'entreprise, ils misent énormément sur une croissance externe, sur un développement à l'international, ou au contraire sur le rapatriement d'usines en France, sur justement le fameux Made in France,
trouver un élément où vous dites, bah, tiens, je peux essayer de me raccrocher à ça. A priori, ça fait partie de leurs enjeux aujourd'hui. Eh bien, moi, dans mon parcours ou dans ma vie perso, j'ai tel et tel élément qui est en lien avec ça. Et donc, je vais pouvoir aussi recréer du lien en disant, je comprends vos enjeux, j'ai connu ça. Et du coup, je peux m'accompagner. Ah, on a Victor qui est en train de se moucher. N'hésitez pas à couper votre micro, du coup, à moins de vouloir parler. Sinon, on va avoir tous les petits bruits parasites qui vont apparaître. Donc ça, c'est les 2 premières choses qui sont importantes à faire. Ensuite, on va forcément préparer son rendez-vous. On va partir du principe qu'aujourd'hui, on peut refaire des rendez-vous en face à face et que tout ne se fait pas en visio. Donc que ce soit en visio ou en face à face, de toute manière, c'est valider le rendez-vous, avoir toujours une trace écrite que vous avez effectivement un rendez-vous tel jour, à telle heure, que ce soit en visio ou en présentiel, parce que les gens ont parfois tendance aussi à oublier, donc ça ne fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel par email. Vous préparez votre trajet, bon ça c'est assez classique. Votre équipement, c'est venir, si vous êtes en présentiel, venir avec plusieurs CV. On ne sait jamais, peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais peut-être que finalement, il va y avoir 2 ou 3 personnes dans la pièce. Et c'est toujours mieux d'arriver avec son CV à distribuer que d'attendre et de voir si le RH a un CV en face des yeux. Dans l'idée, en présentiel, on essaye de ne pas arriver trop à l'avance. Moi, je vois trop souvent des personnes qui débarquent entre 15-20 minutes avant un rendez-vous, alors que je suis encore en train de faire un autre rendez-vous. Et donc, forcément, quand à l'entrée de l'entreprise, on vous prévient, bah tiens, il y a ton rendez-vous de 15h qui est arrivé. Non, mais il est 14h30 là, en fait. J'ai pas fini. Je suis pas prête. Sauf que moi, dans ma tête, je finis mon précédent rendez-vous et j'ai déjà en tête que mon prochain rendez-vous est déjà là. Et donc, je suis déjà un peu polluée par ce prochain rendez-vous, et du coup, je ne termine pas de manière optimale mon précédent rendez-vous. Donc, vous n'aimeriez pas de perdre ce temps précieux, vous, si vous étiez le candidat de ce précédent rendez-vous. Donc, l'idée, ce n'est pas de le faire aux autres. Donc, idéalement, c'est d'arriver, on va dire, 15-10 minutes avant un rendez-vous. Si vous arrivez trop tôt, vous allez dans un café à côté, vous prenez un café et après votre café, vous n'oubliez pas de prendre un petit verre d'eau parce que sinon, si vous allez parler pendant l'entretien avec simplement le café qui reste en bouche, vous allez avoir la bouche très pâteuse et vous allez avoir la langue qui va coller au palais. Et donc, vous risquez de bafouiller très souvent si vous ne prenez pas un petit verre d'eau. Donc ça, c'est la petite technique après le café. Et donc, vous arrivez, on va dire 10 minutes avant à l'accueil, vous vous présentez et vous patientez gentiment avec votre plus beau sourire devant toutes les personnes que vous allez croiser. On ne sait jamais, j'ai pas mal de clients chez qui les candidats, quand ils sont en salle d'attente, il y a un petit peu toute l'entreprise qui passe devant et qui check, tiens, c'est le futur directeur financier, ah tiens, c'est la future DIRCOM. Donc voilà, tout le monde veut voir un peu la tête qu'elle a et du coup, ça peut être intéressant de sourire à tout le monde pour donner toujours cette première bonne impression. On sourit aussi aux personnes de l'accueil, c'est un truc qui paraît logique, mais qu'il faut toujours rappeler. J'ai encore beaucoup de patrons aussi qui descendent à l'accueil après l'entretien et qui demandent comment cette personne s'est comportée, si elle a souri, si elle a été aimable, ou si au contraire, elle avait un côté très dédain. Donc ça rentre aussi en ligne de compte au moment de choisir un candidat. Et donc, on sourit, on dit bonjour à tout le monde jusqu'à la fameuse arrivée dans le bureau. Petit rappel, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Parce que moi, sinon, je déroule, je m'arrête plus. Je mets mon timer à côté de moi parce que sinon, jusqu'à 18h, on est ensemble. Ça va être long pour vous. Rappel, par rapport à votre CV, souvent les gens me disent oui, mais j'ai mis telle information sur mon CV, mais j'ai pas trop envie d'en parler en entretien. No way, quoi. Si chaque élément qui est mis sur votre CV, c'est potentiellement une question pendant l'entretien. Donc, si on l'a mis sur le CV, c'est qu'on est à l'aise à l'idée d'en parler et c'est qu'on est OK de pouvoir le partager, cette information, avec un RH, un recruteur ou un manager. Donc, en fait, il faut vraiment préparer l'entretien. Il n'y a pas de questions pièges en entretien, à moins de tomber sur un extra vicieux recruteur. Mais de base, on va partir de votre CV pour vous poser des questions. Donc, si vous l'avez mis sur votre CV, c'est que vous êtes capable de le préparer. Si sur votre CV, à un moment donné, on a souvent les questions autour des trous dans les parcours, c'est, tiens, pourquoi il y a eu un trou de 6 mois, 9 mois, 2 ans dans votre parcours? Est-ce que vous pouvez m'en parler? C'est pas qu'on cherche à tout maîtriser et à ce que vous nous révéliez le pire. Non, c'est nous dire simplement, OK, on a eu un trou de parcours, ça arrive à tout le monde en a eu dans sa carrière. C'est presque logique aujourd'hui, mais c'est du coup comment on a optimisé ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a pris du temps pour soi? Est-ce que on a peut-être eu une maladie? On a peut-être eu plein de choses qui font qu'à un moment donné, on a dû avoir une pause. Mais qu'aujourd'hui,
on va mieux et qu'on on a envie de revenir dans l'entreprise sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, petite info concernant LinkedIn. LinkedIn a sorti la pause professionnelle. Donc maintenant, on peut indiquer sur son profil LinkedIn si on a fait une pause professionnelle, que ce soit pour avoir des enfants, faire le tour du monde, une maladie ou autre chose, fait du bénévolat, quoi que ce soit. Ils ont une liste assez bien remplie qui nous permet directement d'indiquer ce qu'on a pu faire pendant cette pause professionnelle. Donc, pas peur des questions pièges, mais je sais qu'on en reparlera après parce que généralement, vous avez toujours tous plein de questions à me poser à propos de ces fameuses questions méchantes du recruteur. Démarrage de l'entretien, la fameuse théorie des 90 premières secondes. Est-ce que quelqu'un la connaît, la théorie de Stéphane Plaza? Est-ce que quelqu'un regarde l'émission Stéphane Plaza le dimanche? Allez-y, dites-moi. Est-ce que quelqu'un a parmi vous une petite idée? Marie n'en a pas du tout. Non, personne n'a d'idée sur ce que c'est. En fait, dans l'émission de Stéphane Plaza sur l'immobilier, à un moment donné, il indique que quand les gens visitent un bien, ils savent généralement dans les 90 premières secondes s'ils vont acheter ou pas le bien, parce qu'ils auront eu un coup de cœur sur ce bien immobilier dès le démarrage, dès l'entrée dans une pièce forte ou parce qu'il y a un environnement exceptionnel, une luminosité exceptionnelle. Et donc, le futur acquéreur se projette tellement bien dans ce bien immobilier qu'il sait déjà qui va l'acheter ou pas. Cette théorie des 90 premières secondes, on a exactement la même chose dans le recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez démarrer l'entretien, quand vous allez pitcher et vous présenter, on sait assez rapidement, à partir de ces 90 premières secondes, si on va passer un chouette moment avec vous ou si au contraire, ça va être très laborieux, qu'il va falloir vous tirer les épingles du nez ou alors qu'on a directement envie de se dire « Ok, vivement le prochain rendez-vous parce qu'avec celui-là, ça ne va pas être possible. » Et ça, on le voit assez facilement au démarrage. Et c'est pour ça que c'est ultra important de bien travailler votre pitch quand l'entreprise va vous poser la question parlez-moi de vous, présentez-vous. Et à ce moment-là, il faut que tout de suite vous soyez le plus à l'aise possible. Ça va être ultra important. Donc, bon, j'en ai déjà parlé, le fait de sourire, parce que c'est communicatif. Quelqu'un qui est souriant va donner envie aux autres de sourire. C'est aussi important. D'observer votre environnement aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une salle de réunion ou si vous êtes dans un open space, vous n'allez pas réagir de la même manière par rapport au bruit, par rapport aux personnes qui sont autour. Et c'est aussi d'observer ce que fait et ce que dit l'autre. La posture, on n'est pas pareil quand on est en salle de réunion avachi dans un fauteuil ou avachi dans un canapé parce qu'on est en mode entretien dans une start-up qui veut se la jouer ultra cool et donc on fait les entretiens dans des fauteuils ou des canapes, voire dans des poufs. Donc ça aussi, ça va pour en tenir compte aussi par rapport à sa tenue vestimentaire. C'est-à-dire que si on a l'habitude de s'habiller en jupe ou en robe, mais qu'on arrive dans un canapé, faut aussi bien se tenir pour qu'il n'y ait pas de dommages par rapport à la tenue. Observez l'autre. Si vous avez une personne en face de vous qui est en train de prendre des notes, c'est que potentiellement, elle est intéressée par ce que vous êtes en train de dire, et donc elle a besoin de l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc à ce moment-là, c'est important de réduire le débit, ne pas parler trop vite, voire répéter peut-être ce que l'on a dit pour que l'autre ait le temps d'écrire. Si en face de vous, vous avez une personne qui ne prend pas de notes, ce n'est pas grave, même si ça a longtemps fait débat concernant les candidats, savoir si c'est bien ou pas de prendre des notes. Mais côté RH ou recruteur, ça veut dire peut-être que la personne a une très bonne mémoire et qu'elle va fonctionner aux images. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin que à chaque fois que vous lui mettiez dans un contexte, que vous l'aidiez à imager votre expérience pour arriver à s'en souvenir. Ou alors, c'est qu'elle n'a pas du tout préparé son entretien, qu'elle est complètement à la ramasse, et là, c'est problématique pour vous comme pour elle. Mais bon, on va partir du principe qu'on part de l'idée qu'elle a une bonne mémoire. Côté candidat, beaucoup de RH et recruteurs aujourd'hui veulent que les candidats prennent des notes pendant un entretien. Pourquoi? Parce que beaucoup de RH et recruteurs, eux, vont aussi prendre des notes. Donc, on part du principe que si nous, on prend des notes et que vous en prenez pas, c'est un côté un peu nonchalant et que ça veut dire quoi? Vous vous intéressez pas à l'entretien, vous vous intéressez pas aux échanges, vous vous intéressez pas à ce qu'on vous dit et que du coup, comment vous allez faire pour le retenir?
Donc, en fait, il y a une impression du RH et du recruteur, qui est un biais, hein, clairement, qui se dit que moi, je prends des notes, pourquoi le candidat n'en prend pas? En fait, il s'en fout de l'entretien. Donc, vous lui envoyez des signaux négatifs. C'est un petit peu dommage. Au pire, même si vous n'écrivez pas grand-chose, avoir un petit calepin devant soi, de prendre quelques notes ou de savoir simplement décrire des choses qu'on ne veut pas oublier de dire à son interlocuteur, ça peut être intéressant et ça permet d'éviter de tomber sur un RH qui le prendrait mal parce que vous ne prenez pas de notes. Donc, mais si vous avez une très bonne mémoire et que vous ne voulez pas prendre de notes, bon, après, vous pouvez le dire pendant l'entretien. J'ai également une très bonne mémoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne prends absolument pas de notes pendant l'entretien. Parce que vous allez voir que quand je vais vous faire le mail de remerciement, j'aurai tout en tête. Ça peut être un très bon moyen aussi de passer le message au RH pour calmer ses ardeurs sur cette mauvaise première impression qu'il pourrait avoir. Que faites-vous aussi? C'est ce que je viens de dire, donc le côté de prendre des notes ou pas pendant l'entretien. Derrière, qu'il faut effectivement l'assumer. Alors, je vous ai partagé déjà une idée de pitch, parce que je sais que souvent, vous n'êtes pas à l'aise pour présenter votre pitch. L'idée du pitch, c'est un pitch qui est emprunté aux startups. En fait, beaucoup de startups, quand elles font des levées de fonds, elles vont faire la méthode conte de fées, qui est une méthode pour arriver à se présenter, dans l'idée de lever des fonds, mais qui fonctionne assez bien et du coup, on peut récupérer pour les entretiens. Qu'est-ce qu'on a dans une méthode conte de fées? On a toujours plusieurs protagonistes, c'est assez classique. On a le dragon, la princesse et le prince. Donc, le dragon, c'est le problème, c'est la problématique de l'entreprise, voire son enjeu crucial. La princesse, donc, qui est l'entreprise, a un besoin. Ok, elle fait face à une problématique. Donc, quel est son besoin? Le besoin va être exprimé grâce au prince qui amène la solution justement à son besoin. Et le prince, je vous le donne en mille, c'est vous. Donc ça, c'est un peu une manière de raconter son parcours. L'idée, c'est de ne pas forcément relire son CV comme on le voit trop souvent, en disant « Alors, j'ai eu mon bac en 88, ensuite en 90, j'ai fait un BTS, ensuite en 92, j'ai fait ça, ensuite… » Et on remonte tout l'historique de la personne et on a juste envie de dire « C'est bon, j'ai lu votre CV, je n'ai pas besoin de l'historique, mais donnez-moi ce qui est essentiel. » Et c'est là où, en fait, on va faire une différence entre ce qui est essentiel et ce qui est important. Ce qui est important, on va le dire à l'entretien. Mais ce qui est essentiel a été retracé dans le CV et on va encore plus en parler pendant l'entretien. Donc, en fait, il faut axer sur ce qui est essentiel parce que ce qui est essentiel, c'est ce qui est essentiel pour avoir le job. Même si tout est important. Que vous ayez fait un bac, une licence, c'est important pour avoir votre master, ok, mais ce n'est pas essentiel aujourd'hui. Donc, on se concentre toujours sur ce qui est vraiment essentiel. Quand je vous parlais au début de faire de la veille, d'aller stalker sur l'entreprise et sur votre interlocuteur, c'est pour bien comprendre toute la problématique qu'a aujourd'hui l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est se dire, ok, je vois que cette entreprise est en train de se développer à l'international. À quelle problématique, à quel enjeu va-t-elle être confrontée? L'international, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question de douane, de taxes? Est-ce que la guerre va avoir un impact sur eux? Est-ce qu'ils ont déjà les équipes à l'international? Est-ce que dans quelle langue on va parler? Est-ce qu'il y a des process, que ce soit RH, financiers, commerciaux, peu importe? Comment ils se structurent? Est-ce qu'ils ont déjà des clients? Et l'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, ils sont dans cette phase-là, ils vont rencontrer potentiellement telle et telle problématique. Donc, ils vont avoir besoin de ça pour résoudre leurs problèmes. Ça tombe bien, c'est moi la solution. Ça, c'est vraiment le pitch idéal. Alors, je vous ai mis un exemple, mais après, l'idée, c'est toujours de l'adapter. Le dragon, on commence toujours par la problématique. On rappelle à l'entreprise qu'aujourd'hui, elle fait face à des enjeux qui sont importants. Donc, par exemple, j'ai mis la situation que nous rencontrons incite les entreprises à se digitaliser rapidement pour développer leur business. OK, ça, c'est un fait, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, on a la princesse. Aujourd'hui, vous avez besoin. OK, on a le contexte de l'entreprise, mais vous, aujourd'hui, là, à l'instant T dans l'entreprise, de quoi vous avez besoin? Aujourd'hui, vous avez besoin d'une personne qui puisse vous accompagner sur une stratégie digitale alliant e-commerce, e-business et marketing d'influence, par exemple. Et là, on arrive sur le prince. Grâce à ma formation, je vais pouvoir vous aider sur la gestion de vos projets en ligne. Alors ça, c'est bien de parler de sa formation au premier quand on est jeune diplômé. Après, quand on commence à avoir de l'expérience, on va plutôt mettre en avant son expérience. J'apprends très vite et mon côté compétiteur qui me vient de mes activités sportives me pousse à toujours à obtenir rapidement de bons résultats.
Là, l'idée, c'est que rapidement, dans votre pitch de présentation, on envoie des infos donc sur le dragon, on indique qu'on a compris les enjeux, les problématiques de l'entreprise, on a compris son besoin quand on a présenté la princesse, et dans le prince, on va tourner autour d'un triptyque qui va être souvent formation, expérience, personnalité. Et on va en fait lancer des petites infos au RH sur lequel lui va pouvoir rebondir et nous poser des questions. Je parle de mon côté compétiteur, hop, je lui ai lancé une perche. J'attends qu'à la fin de ma présentation, eh bien, ils reviennent dessus. Ah, vous m'avez parlé que vous faisiez du sport, votre côté compétiteur, c'est quel sport? Vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Ok, je lui ai tendu la perche, il l'a attrapé, je vais pouvoir développer derrière. Et en développant, je vais pouvoir lui mettre dans un contexte comment j'ai développé telle et telle qualité et pourquoi aujourd'hui c'est important dans l'entreprise et par rapport au job qu'il me propose. Donc, c'est important dans votre pitch de démarrage de toujours penser à lancer des perches. Donc d'ailleurs, lors de mes X années d'expérience, j'ai travaillé chez un tel, sur tel projet, en X mois et j'ai obtenu tel résultat. On en parle brièvement, comme ça, la personne dit « Ah, il me lance un chiffre, c'est intéressant, il me parle de résultats, donc ça veut dire qu'il a déjà des bonnes compétences sur le sujet, je vais le réinterroger dessus. » Et du coup, vous m'avez parlé du projet chez Intel, vous pouvez me dire dans quel contexte, dans quel cadre vous l'avez mis en place, avec combien de personnes vous avez travaillé, le budget que vous aviez en moyenne. Ok, le sujet m'intéresse, donc je reviens dessus. Et comme j'ai lancé toujours la même chose, j'ai lancé la perche, il l'a attrapé, je sais comment je vais le développer. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a jamais de question piège en entretien parce qu'on a préparé nos perches, que le recruteur attrape ou pas au vol. S'il ne les attrape pas, on lui relancera une deuxième perche pour dire « Hey, mon gars, là, il faut vraiment que tu attrapes la perche au vol. » Et du coup, on a déjà préparé, nous, en amont, en disant « Ok, sur tel sujet, je vais pouvoir dire ça. Sur tel sujet, je peux dire ça. » C'est un peu la méthode des liens et des cercles que je vous parlerai après pour vous aider, du coup, à mieux travailler les entretiens. Passionné de l'univers digital, bah oui, il faut un peu le rassurer. J'en connais les codes et usages, je me forme au travers de podcasts et newsletters pour comprendre les bonnes pratiques de la vente et du marketing sur le net, par exemple. Et on termine sur la petite punchline qui permet de savoir qu'on a terminé le pitch. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui pour vous convaincre de ma motivation et de mon envie à participer à votre développement. Ok, on lui annonce qu'on a terminé notre pitch avec cette petite phrase de fin, plutôt qu'un ben voilà. On évite les voilà en entretien. Dans votre vie de base, on évite le voilà. Et l'idée, c'est de toujours avoir une petite phrase qui permet de clôturer le pitch. Est-ce que la méthode vous semble facile ou plutôt compliquée? Après, alors, si je peux me permettre de réagir de nouveau, je la trouve super intéressante. En revanche, j'ai l'impression que ça sous-entend qu'en face de nous, on a quand même un recruteur qui a lui aussi lancé quelques perches. Il n'est pas obligé d'avoir lancé des perches, le recruteur en face. Parce que comme tu es au démarrage de l'entretien, lui, il va souvent te dire bah, « présentez-vous ». Ouais. Donc, soit tu te présentes en premier, soit lui va te dire bah, je vais vous refaire un point sur l'annonce et je vous laisserai vous présenter ensuite. Ouais. Donc, dans les deux cas, tu sais quelle perche envoyer parce que les perches sont liées à ton parcours et que tu sais que c'est ce dont tu as besoin l'entreprise. Donc, en fait, c'est plus comment j'ai décortiqué l'offre d'emploi, s'il y a eu une offre d'emploi, ou comment j'ai obtenu des informations si, par exemple, j'ai un entretien réseau. C'est-à-dire qu'on me convoque à un entretien parce que mon CV est arrivé, mais je n'ai pas d'infos parce que je ne sais pas pour quelle offre c'est. Il faut aller chercher des infos en disant, bah, tiens, a priori sur le web, ils sont plutôt axés sur telle thématique, donc je vais pouvoir mettre mon pitch dans ce sens-là. Ok. L'idée, on est toujours orienté sur l'entreprise. C'est vraiment ce côté, vous avez besoin de ça, ça tombe bien, j'ai ces compétences. Et en fait, c'est en ça qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un pitch de conte de fées, parce que c'est surtout de nous, en fait. Les perches, elles viennent de nous, en fait. Si on est jeune diplômé, on va parler d'une formation, ou alors d'une formation qu'on a fait en formation continue. Là, je sais qu'on a quelqu'un aujourd'hui qui a fait de la formation continue. C'est dire, bah voilà, je suis passionnée par mon métier, je voulais aller encore plus loin, bah, du coup, j'ai repris des études, et dans le cadre de ma formation continue, j'ai appris telle et telle chose que j'ai pu mettre ou pas encore en pratique dans telle entreprise. J'ai déjà fait telle et telle chose, mais on essaye de le dire que succinctement pour que l'autre revienne vers nous et que le recruteur nous dise « Ah ben, parlez-moi un peu de justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une formation continue, de faire des études, de revenir. » Enfin, on peut avoir plein de sujets que le recruteur peut utiliser pour rebondir sur ce qu'on lui a dit.
Ça peut être, ah ben c'est pas trop compliqué de faire des études et de travailler peut-être à côté, ou d'avoir une vie de famille et de refaire des études après un certain âge. On peut avoir plein de choses. Et l'idée, c'est de se dire, bah, étant donné que je lui ai donné la perche, je sais un petit peu toutes les questions qu'il peut me poser autour de ça. Et vous allez voir que même si il y a des questions où vous dites, ah mais je sais pas quoi répondre à ça, on trouve toujours un argument. Et c'est notamment avec la méthode STAR, pour toujours justifier et donner des explications. La méthode STAR, elle est assez connue. Il y a pas mal d'articles sur le sujet. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est l'idée de faciliter encore un entretien structuré. Idéalement, les RH sont censés connaître la méthode des entretiens structurés. C'est-à-dire, c'est une méthode où on va toujours vous demander de contextualiser vos expériences, de nous expliquer vraiment les missions que vous avez réalisées et les résultats que vous avez obtenus. L'idée, c'est d'arriver à mettre en avant des qualités, des compétences, plutôt que de simplement dire « je suis motivé et dynamique ». Voilà, ça, typiquement, on essaye d'éviter. Mais aujourd'hui, malheureusement, tous les RH ne connaissent pas encore la méthode des entretiens structurés. Donc, en tant que candidat, on va leur faciliter la vie. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes structurer nos réponses. Comme ça, même si eux ne connaissent pas la méthode, et ben, d'une certaine manière, ils vont en profiter. Donc, quand on va vous demander de reparler après votre pitch de « est-ce que vous pouvez me revenir sur votre expérience, je ne sais pas, moi, chez Safran, lorsque vous avez travaillé sur tel et tel projet », et bien, vous allez recontextualiser. Effectivement, j'ai travaillé dans cette entreprise de telle date à telle date. OK, ça, c'était le contexte. Ou dans tel pays, on peut aussi préciser. On m'a contacté pour travailler pour répondre à tel et tel enjeu. Ma mission principale, c'était par exemple de faire ça. Pour y arriver, j'ai fait telle et telle action. Donc, du coup, on a vraiment tout de la méthode STAR, le S pour la situation, donc le contexte, le T pour le travail, ma fonction, c'était de faire ça dans tel cadre, A pour les actions qu'on a menées, voilà un petit peu tout ce que j'ai entrepris, et R pour les résultats, et au final, je sais pas moi, en 3 mois, en 6 mois, on a pu développer ça, on a pu lancer le produit. S'il n'y a pas de résultats concrets, on peut parler de qualité qu'on a développée, c'est aussi un résultat. Grâce à ça, j'ai pu développer des compétences sur tel logiciel ou une capacité à travailler avec des équipes interculturelles si on a travaillé avec différents pays. Et de se valoriser toujours, c'est ultra important pendant tout l'entretien que vous arriviez à vous valoriser parce que ça aura un impact sur la partie où on va négocier son salaire. Je ne sais plus, je crois qu'on avait déjà fait un webinaire sur le sujet, où au besoin, je crois qu'il aura bientôt lieu. Mais parce que si vous vous valorisez pas, si vous ne parlez pas de vous positivement pendant tout l'entretien, au moment de la négo de salaire, on n'aura pas une image de vous positif. Donc du coup, on aura toujours envie de réévaluer à la baisse votre salaire. Donc d'où l'importance, à chaque fois que vous parlez de vos expériences, de toujours vous valoriser. Je regarde. C'est la méthode Perform de l'APEC. Peut-être. La méthode STAR en tant que telle, elle est connue, mais peut-être que c'est la méthode Perform aussi. Je ne la connais pas, la méthode Perform qui vient de l'APEC. J'irai me renseigner. Mais la méthode STAR en elle-même, elle est déjà assez connue sur les réseaux et il y a eu pas mal d'articles traités sur le sujet. Et moi, c'est clairement une méthode que j'utilise depuis 15 ans, je crois, facilement, donc, et qui fait ses preuves. Et l'idée, c'est à chaque fois, voilà, de vos expériences, même de vos expériences personnelles, vous faites du bénévolat, vous faites du sport, et ben on remet toujours dans un contexte, on explique pourquoi, bah tiens, ça fait maintenant 15 ans que je sais pas moi, que je fais de l'aquaponais, et pourquoi je me suis lancée dans l'aquaponais, c'est pour telle et telle raison, ça c'est un peu le travail, la fonction. Au quotidien, l'aquaponais, ça me permet de faire ça, c'est un peu les actions menées, et grâce à ça, j'ai pu développer telle et telle qualité qui bien sûr sont indispensables au métier que vous proposez dans l'entreprise. Forcément, on fait toujours un lien entre ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire demain. Et le lien, c'est souvent les qualités. C'est-à-dire que de toutes vos expériences, vous avez développé un savoir-faire ou un savoir-être et que tout ça est nécessaire pour réussir la mission que l'entreprise vous propose. Donc, c'est toujours trouver quelque chose qui vous valorise et qui vous permet de mettre un pied dans l'entreprise en disant, vous voyez, ce que j'ai fait chez un tel, même si c'est sur un autre métier, parce que vous pouvez aussi, dans le cadre de reconversion, dire, tiens, effectivement, quand je faisais tel métier avant, mais j'ai développé grâce à ça telle qualité, et cette qualité, vous la recherchez, vous, aujourd'hui, auprès de vos collaborateurs. En tout cas, ce sont les qualités que vous mettez en avant sur votre site web. Hop, vous leur rappelez que les qualités ou les valeurs, vous avez aussi à peu près les mêmes. Check.
Les avantages de la méthode, effectivement, c'est tout ce côté, on va structurer ce que l'on va dire, ça va apporter de la crédibilité à vos propos parce que vous les argumentez avec des exemples. Moi, quelqu'un qui me dit, bah oui, moi je suis un passionné des réseaux sociaux, non mais je suis un digital natif, j'y connais à fond, et donc déjà ça, je trouve ça suspect. Et quand je me mets à creuser, à poser des questions, bah tiens, sur tel site, tu utilises quel outil, comment tu fais pour faire ça, et puis là, comment tu calcules. Là, je vois la personne qui vient manger. Ah ouais, mais non. J'ai dit, mais en fait, non, mais j'utilise les réseaux. Ah ouais, mais c'est pas la même chose entre les utiliser d'un point de vue perso, s'amuser à regarder pendant 2 heures tous les TikTok, et l'utiliser d'un point de vue pro. C'est pas du tout le même, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est plus vous allez être en capacité d'argumenter, d'expliquer, de justifier, et plus on va vous trouver crédible dans ce que vous dites. Moi, et d'où l'intérêt toujours d'argumenter. Et d'expliquer, parce que, et je le prends par exemple, il y a une question que je déteste poser, mais qu'encore beaucoup de RH continuent à poser, c'est la question de vos qualités et de vos défauts. De base, cette question, elle ne sert à rien, parce qu'on sait tous qu'on la prépare 10 milliards de fois, et on dit tous la même chose. Donc, on a tous en défaut, je pense que vous êtes tous perfectionnistes. Enfin, en tout cas, c'est souvent le défaut qu'on a en entretien. Et sauf que vous nous les balancez. C'est-à-dire quand vous avez un RH qui vous dit, bah, tiens, quelles sont vos 3 qualités, bah, je suis motivée, je suis dynamique et je suis je ne sais plus trop quoi. Et en fait, vous attendez. Et l'idée aussi de la méthode STAR, c'est peu importe la question qu'on vous pose, vous allez me l'expliquer. Bah, je suis motivée, dynamique, ok, remets-le-moi dans un contexte. Bah, vous savez, quand j'ai travaillé pour telle mission, que j'ai fait telle chose pour telle association, j'ai eu telle et telle difficulté, et pour aller jusqu'au bout de ma mission, il a fallu que je fasse ça, ça et ça. D'ailleurs, ça m'a permis d'avoir les félicitations de mes équipes et de mes managers. Hop, je viens de vous faire une méthode STAR en 3 minutes. Enfin, même pas, en 30 secondes. Et l'idée, c'est de toujours être capable d'argumenter et d'expliquer, parce que la personne, selon comment vous allez lui dire, elle ne va pas forcément l'interpréter de la même manière que vous. Moi, quelqu'un qui me dit, ma qualité première, c'est la curiosité. Bah, soit je me dis, ok, c'est une personne qui a une certaine curiosité intellectuelle, donc elle aime apprendre et avancer. Soit je me dis, comment ça, elle est curieuse, elle adore les ragots, elle veut savoir tout sur tout dans les équipes. Oh là là, mais elle, à la pause café, ça va durer des plombs. Ok, le même mot n'est pas perçu de la même manière par différentes personnes. Donc il faut toujours expliquer, même si pour vous ça paraît logique, évident, la personne en face, ça l'est peut-être pas nécessairement. Et en même temps, ça vous permet de sortir du lot, parce que on a beau parler de la méthode STAR ou de la méthode Perform, très peu l'utilisent, et on a encore droit à des entretiens très classiques où vous attendez les questions, alors que vous pourriez aussi relancer le recruteur, donner un peu plus d'informations quand on vous pose des questions, plutôt que de juste répondre à la question. J'avais fait un article sur LinkedIn il y a quelques années déjà, où je disais qu'en entretien, il ne fallait pas répondre à la question. Et dans l'idée, c'est en fait, il faut aller au-delà de la question. Quand on vous pose une question, demandez-vous toujours pourquoi il me pose cette question. Qu'est-ce qu'il veut savoir avec cette question? En fait, il veut savoir, c'est quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? 2, c'est qui vous êtes aujourd'hui? Et 3, comment vous allez pouvoir être demain dans sa boîte? Donc, c'est en gros, je veux m'assurer que la personne qui est en face de moi, c'est pas un psychopathe, qui va s'entendre avec les équipes, qui va s'entendre avec moi si je suis le manager, qui va être en capacité à mettre en pratique ses expériences, et donc qui va nous aider à avancer dans nos projets, dans notre développement. Donc en fait, c'est tout ça qu'on a envie de savoir. Et l'idée, c'est que le recruteur a toujours besoin d'être rassuré. Quand je dis recruteur, c'est RH, recruteur, manager. Il faut rassurer. On a toujours trop peur de faire de se tromper dans nos recrutements, et que ça nous coûte trop cher. Quand on est RH et qu'on est sollicité pour un entretien, enfin pour organiser des entretiens et lancer toutes les campagnes de recrutement, on n'a qu'une peur, c'est que le manager nous tombe dessus en disant tes candidats que tu nous as sélectionnés, c'est de la merde, franchement, ça va pas du tout. Et du coup, on perd du temps, on perd de la crédibilité, on perd plein de choses. Alors, ce qu'on veut, c'est être sûr que les candidats qu'on va présenter au manager, ils sont vraiment en quali. Donc, il faut rassurer le RH. Il faut lui dire qu'il a fait une bonne présélection, que le candidat qu'il a en face de lui, c'est le bon candidat, qu'il a le parcours qu'il faut, qu'il a l'expérience qu'il faut, qu'il a les qualités qu'il faut, et qu'il va être en capacité de se projeter demain dans la boîte. Donc, on est vraiment toujours dans « je rassure, je rassure, je rassure ». Un peu comme une relation parent-enfant, hein. C'est vous les parents pendant l'entretien. Comment faire? Donc, c'est reprendre toutes vos expériences.
stage, bénévolat, sport, loisirs, projet école, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez pu faire, et c'est essayer de les raconter. Alors vous pouvez le faire déjà de chez vous dans un bloc-notes, et d'arriver à les expliquer en 2, 3, 4 lignes pour donner envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez parler d'une expérience, voilà ce que j'ai fait, voilà à quelle problématique je répondais, voilà les actions que j'ai pu mener, et voilà les qualités que j'ai développées. Si vous arrivez à chaque fois que vous avez fait quelque chose à décrire ça, mais en fait, le recruteur, forcément, il va pouvoir garder l'élément qui l'intéresse le plus. Ah, c'est vrai que nous aussi, on a cette problématique aujourd'hui, et lui, il y a répondu en travaillant chez un tel. OK, donc ça veut dire qu'il sait faire. Il ne sera pas en stress, il ne sera pas en panique, et nous, ça va nous faire gagner du temps, voire de l'argent. Donc, en fait, à un moment donné, ça va faire écho à un élément de l'entreprise. Ah oui, tiens, dans ses missions, quand il me liste toutes les tâches qu'il a réalisées, il me parle de tel outil qu'il a utilisé. Ça tombe bien, nous aussi, on envisage de le prendre, ou ça tombe bien, c'est un outil qu'on a en interne. OK, c'est cet élément-là que je vais garder pour noter positivement le candidat. Ou alors des résultats. Ah, il me dit qu'il sait bien voir de ses managers, ou que justement ses collègues ont apprécié le coup de main qu'il a donné. Ah, donc ça veut dire qu'il est capable, il a un esprit d'équipe, il est capable d'aller vers les autres et d'être toujours là en train d'aider. OK, ça m'envoie le signal qu'il va bien s'entendre avec tout le monde et qu'il est de bonne, c'est un peu une bonne patte. Donc ça, c'est cool, c'est de ça dont on a besoin. Donc en fait, à chaque fois que vous allez donner l'ensemble de la méthode STAR, le RH, lui, va s'appuyer au moins sur un élément qui va le servir à valider un peu l'envie de vous garder, quoi. Si jamais vous dites, mais quand est-ce qu'on utilise la méthode STAR, parce qu'on n'est peut-être pas obligé d'utiliser à chaque question, c'est souvent quand la personne va vous poser la question, parlez-moi d'une fois où, je sais pas, vous avez fait preuve d'esprit d'équipe, donnez-moi un exemple de projet que vous avez mené à bien, ou décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez dû travailler en urgence, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des personnes de cultures différentes, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sous pression. Ça, quand vous avez ce genre de questions, vous savez que c'est une méthode STAR qu'il faut sortir automatiquement pour rassurer le recruteur, lui montrer que vous avez l'expérience, donc votre passé est positif et que vous pouvez amener ça pour vous, qu'aujourd'hui vous êtes une personne avec plein de qualités et que demain vous allez pouvoir aider l'entreprise. On est toujours sur ce fameux PPF, passé, présent, futur, ce que j'ai fait hier, qui je suis aujourd'hui et comment je vais être demain dans votre entreprise. Ces 3 éléments-là sont vraiment indispensables. Et quand il y a une question à laquelle vous dites « mais je ne sais pas quoi répondre », demandez-vous quelle est la qualité qui pourrait relier la question avec ce que vous pourriez dire. Si vous me dites, je sais pas moi, l'entreprise vous dit, nous on travaille sur tel logiciel, vous le maîtrisez pas ce logiciel. Donc là, vous avez qu'une envie de dire, c'est, non, je le maîtrise pas, et vous savez pas quoi dire derrière. Eh ben non, on ne termine pas sur un truc négatif. C'est effectivement, ce logiciel, je ne le connais pas, mais vous savez, lorsque je travaillais chez un tel et un tel, j'ai dû apprendre très rapidement à utiliser ce type de logiciel que je ne connaissais pas non plus. Et en quelques jours, quelques semaines, j'ai été à l'aise. Et ça m'a permis d'ailleurs de réussir telle et telle mission parce que j'avais compris toutes les fonctionnalités. Donc, vous savez, apprendre un nouveau logiciel, au contraire, pour moi, c'est une vraie opportunité. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des journées dédiées aux formations pour ces logiciels? Vous renvoyez la balle au recruteur en disant, attends, mon gars, j'arrive dans ta boîte, normalement, j'ai un onboarding, j'ai des journées de formation, comment ça se passe? Et au pire, je viens de t'expliquer que moi, apprendre des nouveaux logiciels, j'ai fait ça toute ma vie, donc c'est clairement pas un problème. Donc, on est toujours dans j'explique, je justifie, j'argumente et je valorise en disant ok, ça, je connais pas, mais moi, je connais ça. Donc, en fait, le lien, c'est ma capacité à apprendre rapidement. C'est ma qualité qui va faire que je suis en mesure de me projeter dans le poste que tu me proposes. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Parce que moi, j'y vais, je ne m'arrête plus, quoi. Non, je n'ai pas une question, j'ai juste un petit commentaire. Ouais. Puisque vous avez cité à plusieurs reprises l'interculturel, les différentes cultures. Et quand on dit ça, je pense que dans la plupart de ceux qui participent, on pense différentes nationalités. Or, l'interculturel, c'est aussi en France faire travailler des gens du secteur public avec le secteur privé ou des ingénieurs avec des commerciaux, où ce sont des cultures très différentes. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant, parce que tout le monde ne sait pas faire.
et je rebondis beaucoup sur la partie ingénieurs commerciaux. On voit beaucoup dans les startups où on a des ingénieurs qui créent des super belles startups, en tout cas qui ont un produit qui est juste topissime, mais ils sont incapables de le vendre parce qu'ils ont justement besoin des commerciaux. Et effectivement, c'est comment on va les faire s'entendre, comment on fait en sorte pour qu'ils se comprennent déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément le même langage. Et tout ça est ultra important. Donc, effectivement, selon les expériences de chacun, c'est moi, et ça peut être même quelqu'un qui est en RH, comment il travaille avec le service financier. Parce que souvent, d'expérience, on trouve que le RH n'a pas le discours qu'il faut pour arriver à vendre des projets. Parce qu'il y a toujours ce côté budget et qu'on a l'impression que le RH est là pour dépenser de l'argent plus que pour en faire gagner. Sauf qu'en fait, souvent, s'il avait le discours du financier et donc l'appui du financier, s'ils arrivaient à parler le même langage, ils verraient qu'en lançant tel projet, on fait gagner de l'argent, on économise beaucoup d'autres choses. Donc, il faut des fois en dépenser pour en gagner. Et donc, on a ça entre le RH et le financier, on a ça entre les ingénieurs et les commerciaux. On peut avoir ça entre le marketing et les commerciaux, où beaucoup vont dire non, mais sans la com, les commerciaux ils vendraient pas. Ouais, mais sans les commerciaux, la com elle sert à rien. Et alors qu'en fait, on est un tout dans une entreprise et qu'on a forcément besoin de tout le monde, mais il faut qu'on arrive à s'adapter à tout le monde. Et ça on peut aussi le mettre en avant, c'est une capacité à travailler avec des interlocuteurs de différents niveaux. Si on a travaillé en start-up, en TPE, en grand groupe, dans la fonction publique, se dire voilà, on comprend les enjeux de chacune des boîtes et les problématiques qu'ils vont rencontrer. Et donc, tout au long de ma carrière, j'ai été capable de m'adapter aux interlocuteurs avec lesquels je traitais, que ce soit la fonction publique, le grand groupe ou la start-up du coin. Je suis en mesure de répondre à leurs besoins. Donc, effectivement, oui, merci pour le commentaire. C'est ultra important. Tout est... tout peut se transformer en quelque chose de positif dans votre carrière, dans votre parcours. Vous avez travaillé, et ce n'est pas la durée qui compte, parce qu'on a ça aussi souvent, en me disant oui, mais j'ai fait qu'un stage dans un grand groupe, ça ne compte pas. Si, ça compte. Vous avez compris comment était processé un grand groupe, l'importance de respecter une hiérarchie, les délais. Quand vous bossez pour Dassault Aviation, avant de lancer un projet, c'est des projets qui se comptent en années, là où dans une PME, on va plutôt compter en semaines, voire en mois, là où dans la start-up, on va compter en jours. Donc, en fait, c'est se dire, oui, je comprends les enjeux des entreprises. J'ai peut-être pas une expérience de 6 mois ou 15 ans dans un grand groupe, mais en tout cas, ce que j'en ai vu et ce que j'ai connu m'a permis de mieux appréhender leur manière de travailler, leur manière d'être structurée, et j'ai appris à développer telle et telle qualité, telle et telle aptitude à leur côté. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que même si on a fait des choses qui n'ont pas duré longtemps, ce qui compte, c'est comment on peut valoriser cette expérience. Pardon. Donc là, on avait un exemple, parlez-moi d'une expérience où vous avez atteint un objectif que vous pensiez initialement inatteignable. C'est d'arriver à dire, hop, on remet dans un contexte. Lorsque j'ai travaillé pour telle entreprise, mon objectif, c'est de faire telle chose. Je me suis rendu compte que j'avais telle et telle difficulté. Pour contourner ces difficultés, j'ai fait appel peut-être à des collègues, à un prestataire, j'ai appris tel outil, j'ai travaillé sur tel sujet et ça nous a permis de faire telle et telle chose. Hop, j'ai fait un déroulé star pour arriver toujours à contextualiser. C'est toujours important pour que la personne arrive à s'imaginer et arrive à vous suivre dans le quotidien en disant « Ah ok, elle a fait comme ça, elle voit les étapes. » Et comme ça, qu'elle prenne des notes ou qu'elle ne prenne pas des notes, c'est un peu comme si elle avait la bulle d'une bande dessinée qui s'affichait et qu'elle arrivait à voir toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver à ce résultat. Donc ça, c'est vraiment important de toujours contextualiser, argumenter, là où d'autres ne le feront pas. La méthode STAR va aussi vous aider à structurer votre récit. Parce que justement, quand vous allez... On voit beaucoup de candidats qui sont stressés pendant les entretiens parce qu'il y a un enjeu derrière, forcément, c'est j'ai le job ou j'ai pas le job, donc potentiellement j'ai un salaire ou j'ai pas le salaire, et donc je paye mes factures ou je paye pas mes factures, donc ce qui s'entend totalement, ce que beaucoup de RH recruteurs ont parfois tendance à oublier. Donc l'idée, c'est que si vous utilisez la méthode STAR, vous allez un peu vous organiser votre discours, et donc même si vous êtes stressé, vous savez que vous avez un fil conducteur un peu à suivre. J'ai mon pitch de démarrage, j'ai ma méthode STAR pour toujours
expliquer, argumenter, contextualiser. Et après, c'est je fais des liens avec les qualités que j'ai développées. Et comme ça permet de vous rassurer aussi pendant l'entretien, de vous dire, OK, je suis mon fil conducteur, je suis bon, j'en dis pas trop, j'en dis pas trop peu non plus. Et ça permet toujours de rassurer l'autre et de lui donner ce qu'il faut au moment de l'entretien. C'est en ça que je pense qu'il n'y a vraiment pas de questions pièges en entretien. La plupart du temps, c'est des questions auxquelles vous n'êtes pas préparé, hormis les questions interdites, je conçois. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste que quand on vous pose une question, on vous voit réfléchir, on vous dit mais pourquoi il réfléchit? Je lui demande des questions sur son parcours, sur des choix qu'il a fait, sur des raisons, des outils ou quoi que ce soit. Donc de base, ça devrait être assez fluide. On est vraiment dans une discussion puisqu'on parle de notre parcours. La réponse doit être assez logique. Donc s'il y en a que ça intéresse, je pourrais communiquer à Alix. J'ai un document alors, qui est accessible sur le web, qui reprend plus de 240 questions autour des entretiens de recrutement, avec toutes les questions possibles et inimaginables que vous pourriez avoir. Donc, je l'enverrai à Alix, comme ça, elle pourra également vous le transférer par email. Parce que pour le coup, ça aide vraiment à bien préparer les entretiens. Donc, petit rappel sur ce que veut l'entreprise. Donc, analysez votre histoire, donc votre passé, votre expérience, votre formation, mieux apprécier votre personnalité, qui vous êtes aujourd'hui, et surtout vous se projeter avec vous demain dans l'entreprise. C'est comment vous allez pouvoir répondre à ces enjeux, grâce à quoi, sur quoi il peut s'appuyer. Généralement, il s'appuie sur votre passé, sur qui vous êtes aujourd'hui et sur votre capacité à déjà vous projeter dans la boîte. Donc, c'est clairement ces 3 éléments-là qui doivent se rappeler régulièrement dans l'entretien. Vous cherchez quelqu'un pour faire ça, je l'ai déjà fait, aujourd'hui j'ai telle qualité, demain j'imagine ça chez vous. La projection, elle est vraiment importante. Je parlais de la méthode aussi, de fait des liens pendant l'entretien pour arriver à se projeter. La méthode des liens, c'est de se dire, tiens, on parle, je sais pas, on va parler équitation, j'y connais rien. Donc, imaginons qu'à un moment donné, sur votre CV, vous ayez indiqué que vous faites de l'équitation depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je. Vous avez peut-être fait des compètes, vous avez peut-être gagné des prix. Et bien, à un moment donné, c'est pas juste dire, ah bah oui, j'ai fait des compètes ou je fais du cheval depuis 15 ans, c'est cool. Non, c'est pas ça l'argument. L'idée, c'est toujours la même chose. On explique, voilà, comment j'en suis venue à faire du cheval, à m'intéresser à l'équitation. Au départ, c'était ça, puis ça a évolué vers ça. Et puis, comme je m'en sortais plutôt pas mal, on se valorise. On m'a donné l'opportunité. C'est pas par hasard, j'ai fait une compète. Non, on m'a donné l'opportunité de faire une compétition, puis d'en faire encore plus, de progresser, ce qui m'a permis de gagner telle et telle médaille. Pour y arriver, ça demande aussi un mental fort, beaucoup de préparation, beaucoup de concentration. Après, je ne connais pas toutes les qualités derrière. Et de se dire que quand on va expliquer ce qu'on a fait d'un point de vue perso, à un moment donné, on va en venir aux qualités qu'on a développées. Et hop, plutôt que de parler pendant 15 minutes du cheval et de vos compètes, à un moment donné, vous allez revenir sur l'élément central de l'entretien qui est « je veux ce job ». C'est un peu l'élément central. Et de se dire, tiens, j'ai parlé de ma vie perso, des chevaux, de l'équitation, des compètes. Je mets en avant une qualité et hop, je reviens sur l'élément central de l'entretien en disant, vous voyez, toutes ces qualités que j'ai développées, je sais aujourd'hui que ce sont des qualités qui sont indispensables au poste que vous proposez parce que demain, quand je vais travailler avec un tel et un tel, il me faudra utiliser ces qualités que j'ai eu la chance d'acquérir à telle occasion. Et hop, on a fait une boucle de ma vie perso, je reviens sur l'élément central qui est l'entretien. C'est de l'entraînement. Hein. Ce que je vous dis là, ça ne se fait pas en 2-2, en 5 minutes. C'est poser les questions, poser les réponses que vous pouvez entrevoir, trouver la justification, l'argumentation, mettre en avant les qualités que vous avez développées. Alors, si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez vous amuser à faire des tests de personnalité type Assess First, qui du coup va mettre en avant certaines de vos qualités. Vous pouvez dire, OK, Assess First met que j'ai telle et telle qualité, à quelle occasion j'ai fait preuve de ces qualités. Comme ça, vous pouvez aussi plus facilement faire des liens. Et ce qui va surtout servir les liens, c'est de vous rassurer vous aussi et d'enlever de votre vocabulaire le mot atypique. On l'oreille. Il n'y a pas de parcours atypique. On a un parcours qu'on a décidé, qu'on a choisi,
qu'on a suivis et auxquels on va trouver un fil conducteur. Parce qu'il n'y a rien de plus, et enfin, c'est compliqué souvent pour un RH d'arriver à comprendre la logique de votre parcours. Parce que on a toujours ce fameux biais que beaucoup peuvent avoir, c'est de se dire bah tiens, moi je cherche quelqu'un, mon manager me dit qu'il veut quelqu'un qui veut telle formation avec telle expérience dans tel secteur d'activité, donc le mouton à 5 pattes, il sait qu'il n'existe pas, mais le manager le veut. Donc moi en tant que RH, je dois me rassurer, essayer de trouver un mouton à 5 pattes. Là, l'idée du fil conducteur, c'est de dire bah, vous n'êtes pas un mouton à 5 pattes, vous êtes un mouton peut-être à 3 pattes et demie, allez, peut-être 4. Et se dire, mais en fait, il y a un fil conducteur dans mon parcours, si j'ai changé de métier, si j'ai changé de secteur, si j'ai fait une pause à un moment donné, tout est logique et tout est explicable. Et en fait, quand vous allez raconter votre histoire et que vous allez dire, ben voilà, j'ai démarré avec telle chose et puis j'ai eu l'opportunité de faire ça, comme mon travail a été apprécié, j'ai été approchée par telle entreprise pour faire telle chose, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'avais envie d'avoir des nouveaux challenges, donc j'ai tenté telle aventure, ça m'a permis de faire ça. Finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça et je suis revenue à mes premiers amours et ça m'a permis de me relancer au travers d'une formation ou n'importe quoi. Et en fait, on voit votre fil conducteur, même s'il y a des vagues dans votre rivière, ce qui est logique, mais à un moment donné, le fil conducteur, c'est vous, votre personnalité, vos qualités. C'est-à-dire il n'y a que vous qui est inchangé dans votre histoire parce que c'est vous qui avez pris des décisions d'aller vers quelque chose, d'arrêter quelque chose, de reprendre quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est l'assumer et toujours en parler positivement. À un moment donné, effectivement, j'avais un peu la tête dans le guidon, j'étais persuadée que c'était l'entrepreneuriat qu'il me fallait. Je me suis lancée pendant 5 ans ou 3 ans, peu importe, dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré beaucoup de galères de la vie de l'entrepreneur dont on communique malheureusement pas assez peut-être aujourd'hui, mais j'ai surtout eu la chance ou l'opportunité de faire telle et telle chose et de rebondir sur un poste de salarié qui m'amène aujourd'hui effectivement un certain confort, une certaine tranquillité d'esprit qui me permet de me concentrer sur ce que je sais le mieux faire, c'est de faire ça et ça et ça. Donc en fait, on explique peut-être qu'à un moment donné, on a quitté le salariat pour être entrepreneur, mais que si on redevient salarié aujourd'hui, on garde toujours cet esprit entrepreneur, mais on va pouvoir faire des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus cool pour l'entreprise qui va nous accueillir. Toujours en parler de manière positive, c'est ce qui va vous permettre de marquer des points pendant l'entretien. Et ça aussi, je sais que c'est pas facile à faire. J'ai conscience. Généralement, pendant que je fais mes ateliers, les gens me disent « Mais Amélie, tu veux pas, on met un petit micro et tu nous souffles les réponses pendant les entretiens. » Non, ça marche pas, ça. Donc, faire des liens pour construire votre réponse, mais toujours de ce que j'ai fait avant, votre passé, le besoin de l'entreprise et la qualité que j'ai développée. Donc, vous voyez, on a un peu le PPF, ce que j'ai fait, le passé, le présent, qui je suis aujourd'hui, la qualité que j'ai développée, le besoin de l'entreprise, comment je vais mettre tout ça à profit demain dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment la manière dont vous devez réfléchir aussi vos entretiens. Je parle de moi au passé, je dis la qualité que j'ai développée et je montre comment demain je peux mettre ça en pratique dans l'entreprise. Si vous arrivez vraiment à faire ça, vous êtes des cadres de entretiens. Imaginons quelqu'un qui vous dise je recherche un collaborateur avec une expérience terrain, ce n'est pas vraiment votre cas, du coup que pouvez-vous apporter à mon entreprise? Je ne sais pas si je vous ai mis l'exemple là, non. Que pouvez-vous apporter à mon entreprise? L'idée, ça va être de rassurer le recruteur, on a toujours ça en tête. Donc biais de confirmation, effectivement je n'ai pas cette expérience terrain, on confirme qu'on n'a pas ce que l'entreprise recherche. Mais j'ai eu la chance dans mon parcours de faire telle et telle chose, ou j'ai eu la chance de faire telle et telle chose qui m'a permis de développer telle qualité, et je sais que cette qualité, c'est quelque chose que vous recherchez aujourd'hui dans votre entreprise pour travailler avec vos collaborateurs. Hop, je n'ai pas ce que vous recherchez, mais j'ai autre chose qui fait que je peux vous apporter quelque chose de positif dans la boîte. Donc, c'est toujours dans l'idée de se dire, OK, si je n'ai pas quelque chose que l'entreprise recherche, ce n'est pas grave, on le confirme. Biais de confirmation, l'entreprise va apprécier. On ne cherche pas à être en confrontation avec la boîte, mais on va la rassurer en disant, mais par contre, j'ai cette qualité-là qui va me permettre d'être opérationnel rapidement, qui m'a permis de faire telle et telle chose rapidement dans mes précédentes expériences. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous également. Pour nous rejoindre, il faut avant tout avoir l'esprit d'équipe. Est-ce votre cas?
Biais de confirmation, bien sûr, j'ai l'esprit d'équipe. Ok, on confirme ce que la personne vient de dire et on va l'argumenter avec une petite méthode star. À telle occasion, je sais pas, moi je fais du sport à haut niveau ou je fais du sport au quotidien ou j'étais pas du tout sportive à une époque et puis j'ai un ami qui m'a motivée à le rejoindre pour faire, je sais pas moi, du ping-pong, j'en sais rien. Depuis, je me suis prêtée au jeu, j'ai adoré. On travaille tous ensemble dans une équipe de folie où on est une team géniale, on s'amuse même à faire des compètes de quartier ou de région et on a développé telle aptitude, telle capacité, maintenant au moindre regard on se comprend et vous savez quoi, et ben, je me suis rendu compte que c'est des choses que je peux appliquer aussi en entreprise, cette capacité à fédérer les gens, à les faire travailler ensemble, ben, vous savez, du ping-pong à l'entreprise finalement il n'y a qu'un pas. Hop, on a balayé d'un coup, on lui montre que oui, on a l'esprit d'équipe. Ce que l'on fait dans la vie perso, et ben, ça marche aussi dans la vie pro. On est la même personne, perso et pro. Il n'y a pas de différence de base. Donc, si on est généreux dans la vie perso, on le sera forcément dans la vie pro. Si on est un grip-sous dans la vie perso, on le sera dans la vie pro aussi. On est les mêmes personnes. Il y a juste le lieu qui change de base. Donc, c'est toujours, on rassure et on explique comment on a développé ça. Des exemples de questions type. Pour quelles raisons devrions-nous vous recruter? Ça, alors, je pense que dans ce lot de questions, il y a des questions que vous n'aimez absolument pas. N'hésitez pas à rebondir dessus. Pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? Ça, généralement, vous n'aimez pas non plus. Si je devais parler de vous à mes équipes, que devrais-je leur dire? Que pouvez-vous apporter à mon entreprise? Vous êtes 2 personnes à venir de la même école. Pourquoi vous plutôt que l'autre candidat? Ça, souvent, pour les étudiants, c'est dur. Si j'appelle votre ancien employeur, que me dirait-il sur vous? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Quel est votre plus bel échec? Bon, moi, celle-là, je l'adore. De quoi êtes-vous le plus fier? Que faites-vous comme activité extra-professionnelle? Et comment avez-vous vécu le confinement? Bon, ça, c'était pour les questions de l'année dernière. Est-ce que là-dedans, il y a une question où vous dites « Ah, ça, Amélie, je l'aime pas, cette question, mais je l'aime pas. » Ou une autre, peut-être que j'aurais oublié. Le plutôt qu'un autre, il est casse-gueule. Non! Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est en face. Alors, on peut toujours rassurer, valoriser sur qui on est, etc. Mais en fait, il y a peut-être en face quelqu'un qui est topissime. Donc, c'est dramatique de dire on est mieux que l'autre. On n'en sait rien. Merci Marie, tu es tombée dans le piège. Je le savais un peu. En fait, et c'est en ça que je vous disais, par rapport, je vous partagerai aussi mon article, il faut voir au-delà de la question. C'est-à-dire qu'effectivement, les 3/4 des questions-là, si on prend les toutes premières, en fait, elles demandent la même réponse. Peu importe la question, demandez-vous toujours ce que veut l'autre derrière. Pour quelles raisons devrions-nous vous recruter? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Si je devais parler de vous à mes équipes, vous êtes 2 personnes de la même école, si j'appelle votre ancien employeur, on a en fait avec ces questions-là la même réponse. La même réponse, c'est le fameux PPF, passé, présent, futur. Pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? L'autre, on s'en fout, en fait, dans l'absolu. Ce qu'il faut, c'est remettre une piqûre de rappel sur pourquoi on est formidable et pourquoi on veut ce job et pourquoi il nous faut ce job et pourquoi la boîte doit absolument nous recruter. Donc, c'est en fait, pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? Écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas qui sont les autres candidats ou qui est l'autre candidat qui a peut-être votre préférence, mais ce qui est certain, c'est que de par mon expérience, j'ai pu faire telle et telle chose. J'ai pu travailler avec telle et telle personne. J'ai eu l'opportunité de faire telle et telle chose. Qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, je maîtrise telle chose. J'ai telle et telle qualité. J'ai des connaissances du secteur, de vos métiers, de vos produits, peut-être, peu importe. Et que demain, je vais être en mesure de vous faire gagner du temps et de l'argent parce que cette maîtrise de vos produits, de votre réseau, de vos cibles, peu importe, c'est quelque chose qui est précieux. Et je suis persuadée que vous en êtes conscient et que c'est la raison pour laquelle vous m'avez convoqué en entretien. Hop, tu le renvoies dans ses panates. Qu'en pensez-vous de ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous a inspiré ou pas trop? Oui, bravo, magnifique, c'est très fluide. On espère être pareil en entretien. Après, je trouve que ces questions-là ne sont pas tellement posées dans le cas de job senior. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, Karine. On est plus sur ce type de truc. Pour vous plutôt qu'un autre. Pourquoi vous? Enfin, je trouve donc en ce moment, je suis en recherche et les entretiens réseau que je mène ou
entretien avec un poste à la clé. Ouais. Vraiment des échanges de pro à pro, senior. Enfin, ouais, à 48 ans, je suis très senior apparemment. Et donc, ouais, c'est... Est-ce qu'il y a des questions, toi, qui te posent plus problème pendant les entretiens ou pas spécialement? Non, pour l'instant, non. Alors, je n'ai pas eu... Enfin, j'ai mené à peu près 65 ou 70 entretiens réseau. Donc, c'est pas tout à fait la forme d'un entretien de recrutement. Donc, Ouais. on est, je pense, moins challengé. Mais j'ai pas eu depuis très longtemps vos qualités et vos défauts. Enfin, Heureusement, c'est bien ça. Il faut que ça soit supprimé. voilà. J'ai jamais eu votre plus bel échec. Si j'en ai un, si j'ai la question, j'aurai au moins quelque chose à répondre cette fois-ci. Mais bon, non. Mais du coup, sur tous tes entretiens et réseaux, ça donne quoi derrière? Est-ce que ça t'ouvre d'autres portes? Est-ce que ça te donne accès à des missions, à du business? Alors, les entretiens réseau, moi, je les fais pour avoir d'autres contacts, pour m'amener vers un poste. Moi, je cherche pas un business, je cherche un poste salarié dans une entreprise ou un groupe. Donc, les entretiens mes réseaux m'amènent d'autres noms, oui. D'autres noms. Et Comme tu me disais que tu en avais fait 65, aujourd'hui, tu en as fait là sur combien de temps tu as fait ces 65? En 3 mois. En 3 mois, ok. Mais du coup, est-ce que ça t'ouvre des portes sur des entretiens de recrutement? Ah oui, oui, j'ai une piste en cours et j'en avais 2, dont une qui a été suspendue et une pour laquelle il faut attendre. Mais ça m'a amené au moins à trois pistes, Ok. 3 vraies pistes de job. Mais, et d'autres entretiens de dirigeants, de patrons, etc. Pour les rencontrer, me faire connaître, en fait, tout simplement. On sait que ça peut prendre très longtemps et peut-être que dans 6 mois, l'un va penser à moi quand on lui dira qu'il recherche quelqu'un pour piloter la com de tel groupe ou telle entreprise. Ok. Ce qui va être aussi important, c'est toi de te rappeler à leurs bons souvenirs de temps en temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas trop et pas trop et pas trop peu. Il faut manier ça avec délicatesse. Ouais. Ça, j'en ai totalement conscience. Je vois clair dans la discussion qui nous met aussi. Parfois, le recruteur nous met déjà dans le bain avec des questions de test du jour. Quel levier avez-vous identifié pour augmenter notre notoriété? Ou votre avis, comment pouvons-nous mieux nous déployer sur les réseaux sociaux? Effectivement. Alors, tant que c'est que des petites questions comme ça me va. Là où ça va me poser problème, c'est quand souvent ils vous mettent sur des études de cas où ils vous demandent de déjà travailler la stratégie à 3 mois, 6 mois, 3 ans ou 5 ans de la boîte. Pour moi, c'est une très belle arnaque, ce genre de choses. Les startups étaient très douées pour faire ça. Et ça avait le vent en poupe. Et en fait, on avait beaucoup de candidats, et du coup, beaucoup de candidats seniors qui passaient des entretiens en startup, qui planchaient sur des stratégies à 3 ou 5 ans et qui n'avaient jamais le job. Tout simplement parce que c'était un très bon moyen pour les startups d'avoir des stratégies toutes faites à moindre coût. Et ça commence encore à se répandre, cette mauvaise pratique de vous faire bosser. Et on est tout un collectif de RH et recruteurs à refuser ce genre de choses, ou en tout cas, sinon à monnayer. C'est-à-dire que si on vous demande de bosser sur une stratégie à 3 ou 5 ans de la boîte, dans ces cas-là, vous faites une facture parce que c'est du travail que vous faites. Donc, il y a ça aussi. Par contre, si c'est juste des questions, dans ces cas-là, vous pouvez dire, écoutez, là, à l'instant T, par rapport à ce que j'ai pu voir sur le marché, par rapport à comment j'ai pu me renseigner sur l'entreprise, voilà un petit peu les leviers que j'ai identifiés pour augmenter votre notoriété. Maintenant, si vous souhaitez que j'étudie plus en profondeur ce sujet, avec grand plaisir, je peux vous proposer un devis. Toujours terminer ce genre de petites choses avec un joli sourire. Je voudrais, moi ce qui est compliqué, donc moi j'ai 54 ans, hein, donc enfin bientôt 54, hein, donc je suis plus que senior, hein, je suis un vieillard. Non, je plaisante, hein. Non, ce qui est compliqué, c'est quand on veut se réorienter un peu. La question, c'est pourquoi vous voulez venir vers un autre secteur alors que vous n'y avez jamais travaillé et du coup, et qu'il n'y a pas forcément de postes qui correspondent vraiment à votre savoir-faire. Moi, je fais beaucoup d'entretiens réseau, je leur montre en ce moment ce que je peux apporter, et la réponse que j'ai, ouais, votre profil nous intéresse vachement, mais ce genre de poste, on ne va pas les créer avant 1 an. Du coup, il pourrait être utilisé en freelance en attendant la création du poste. Et bien, je pense que je vais commencer à le proposer.
Tes interlocuteurs, c'est les dirigeants directement? Oui, dirigeants directement. Ok, parce que ce que j'allais dire, à un moment donné, il faut sauter la step RH. Non, qui est non, pas j'ai jamais vu de RH. J'ai euh, toujours vu les directeurs directs. Et du coup, c'est proposer effectivement du consulting en attendant. Bah, écoutez, étant donné que c'est un projet qui vous tient à cœur, Ouais, ce vous qui est un savez peu que dans compliqué, un c'est an, vous allez que avoir du retard par rapport à toute la concurrence. Je ce pourrais qui est, peut-être vous accompagner. ouais, ce qui est un peu compliqué, c'est que moi, je suis en poste aujourd'hui et que dans mon contrat, j'ai interdiction de faire une autre activité professionnelle. Ah zut, Donc, c'est un peu compliqué. effectivement, c'est un peu Ouais, dommage ça. Ça ouais. se négocie, Non. non? Ah, c'est dur. Parce que de base, oui, ça a été écrit noir sur blanc sur le contrat. Ce que j'allais dire, sinon, il faut une autorisation pour pouvoir faire autre chose. Mais du coup, et la question n'est pas facile, c'est pourquoi vous venez vers notre secteur alors que vous n'avez pas d'expérience dans ce secteur-là et qu'en France, les gens aiment bien les clones. Parce que aujourd'hui, et en fait, c'est de rappeler la problématique du secteur. C'est-à-dire, à un moment Oui, c'est ce donné, que je fais. aujourd'hui, votre C'est ce que je problématique du fais. secteur, c'est ça. Et moi, j'ai les solutions parce que justement, C'est ce je que sais. je réponds et là, on me dit oui, vous avez un an d'avance. Pas quand même. Ouais. Bah écoute, sinon tu peux leur faire des petits rappels à Dante tous les 3 mois, genre j'ai plus que 9 mois d'avance, j'ai plus que 6 mois d'avance. Est-ce que vous voulez, vous aussi, prendre de l'avance? Parce que si toi, tu as un an d'avance en bossant pour eux, tu leur permets d'avoir de l'avance sur l'évolution du marché, sur la concurrence. Sauf qu'ils n'ont pas les budgets du coup pour créer les postes. Et bah, du coup, est-ce que tu leur poses la question de quels sont les budgets qu'ils ont aujourd'hui qu'ils pourraient octroyer sur ce genre de sujet? Ils n'ont pas les budgets. Ils ont Pas du zéro tout. budget. Ouais. Et est-ce que toi, tu as un moyen de les aider à débloquer du budget? C'est ce que je leur explique. Et oui, à part un truc, je peux vous aider à trouver du budget. Donc ça peut être effectivement... Et malgré ça, ils ne sont pas intéressés. Si, c'est mes rendez-vous dans 6 mois, non. Ok. Je réfléchis Donc, un je suis peu. un peu en train de me repositionner du coup sur des postes existants. Pour des postes existants. Mais du coup, tu n'as pas d'entreprise qui veulent aller plus vite. Ouais. Parce qu'en plus, si tu leur dis comment débloquer des budgets... Non, mais sachant que le type de budget, il faut 2 ans pour les débloquer. Donc, ce n'est pas des budgets immédiats à débloquer. Ouais, tu es sur c'est quoi? Sur des fonds européens, Oui, des fonds européens, des fonds publics, donc les process sont longs. Ok. Donc, ça veut dire que même en sachant ça, ça veut dire que si eux débloquent des budgets dans un an, de toute manière, ça veut dire que tu as quand même 2 ans avant d'aller chercher vraiment, Ouais. avant de rentabiliser le truc. C'est Ouais. ouf. Alors, Mais c'est pour bosser uniquement avec le public? Pardon, si je peux me permettre, je donnerai un argument financier. Ouais, ça m'intéresse. CFO arrive. Puisque c'est mon rayon. Un angle d'attaque qui peut être intéressant, c'est de ne pas le présenter comme une dépense de fonctionnement qui est très soumise à budgétisation, mais plutôt comme un investissement, puisque comme c'est C'est ce que j'ai déjà dit. immobilisé, ça rentre dans les actifs. Et je pense qu'en utilisant cette terminologie autour de l'actif, de l'investissement. C'est exactement ce que je dis. Vous faites un investissement sur le futur. Ça me paraît une bonne. Moi, ça me paraît une assez bonne approche. Après, je dirais que l'autre versant, c'est peut-être d'avoir un mode de rémunération qui permet d'avoir une partie reportée dans le futur sur les résultats, par exemple, avec une part plus importante de rémunération, mais un peu plus tard. Ouais, mais dans le public et le parapublic, ça n'existe pas vraiment ce genre de truc. Non, mais voilà, mais c'est vrai que toutes ces questions-là, enfin, moi, je rejoins Karine, on ne me les a jamais posées. Jamais. C'est bien, c'est une chance. Parce que moi, j'ai beaucoup de candidats à qui s'est posé encore. Le plus bel échec, ça arrive. Ouais, le plus bel échec, si oui, ça c'est vrai. Si j'appelle votre ancien employeur ou si j'appelle votre boss, qu'est-ce qu'il va me dire sur vous? Ça, moi, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps chez un chasseur de Egon Zender.
Ouais, alors moi, je l'ai eu là pour un poste parce que j'étais pas assez clone, j'ai pas été retenu. Et en fait, ce que j'ai fait, nous, on a des évaluations annuelles qui sont écrites. Et donc, je leur ai envoyé mon évaluation annuelle. Ouais, c'est bien, ça aussi. Après, la question, quand on vous pose la question, si j'appelle votre ancien employeur, c'est toujours la même chose. C'est rassurer que vous êtes potentiellement parti en bon terme, que vous n'êtes pas un psychopathe, qu'on peut vous faire confiance, valider que vous n'allez pas commencer à le critiquer. Enfin, c'est des trucs ultra classiques et Ouais, basiques, en fait, hein. le seul truc, c'est quand on est en poste, moi, mon employeur n'est pas au courant que je cherche ailleurs. Oui, oui. Alors pour le côté en poste, on est plus sur l'ancien employeur. Mais après, là, quand on est en poste, on va plutôt vous poser la question, et pourquoi vous avez envie de partir? C'est les questions un peu classiques qu'on a tendance à poser, quoi. Plutôt que de chercher à se projeter avec le candidat. Mais c'est comme les prises de référence, hein. Préparez vos prises de référence, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui vont être contactées soient déjà au courant, valider ce qu'elles vont dire sur vous. Donnez pas juste un nom comme ça au hasard de personnes que l'on peut contacter. Et en théorie, je dis bien en théorie, la prise de référence n'est autorisée que si vous avez donné votre accord. Je dis bien sûr en théorie, puisque très souvent c'est au téléphone et que les cabinets de recrutement font comme ils veulent. Donc ça, c'est important. Et en sachant que la plupart des cabinets de recrutement utilisent la prise de référence, non pas véritablement pour prendre vos références, mais pour transformer votre ancien employeur en futur client. C'est du commercial, quoi. Claire me dit, pendant l'entretien, où mettre le curseur entre auto-valorisation et vantardise? Il n'y a pas de vantardise en entretien. Il n'y a pas de raison de mettre un curseur, à moins de dire pendant tout l'entretien qu'on est beau, formidable, extraordinaire. Mais sinon, c'est d'argumenter par des résultats et de montrer que vos collègues vous ont apprécié, que tes managers t'ont apprécié, que tes clients t'ont apprécié, tes fournisseurs t'ont apprécié, parce que tu fais du travail de qualité, parce que tu réponds toujours à leurs besoins, parce que tu es réactif, parce que plein de choses. Donc, c'est simplement mettre des mots sur des faits. Mais comme en France, on n'a pas tendance à savoir se valoriser, parce que ce n'est pas très dans notre culture de dire les choses quand c'est positif et de se féliciter ou de recevoir des félicitations, du coup, on est toujours un petit peu gêné. Le temps tourne, peut-on aborder la question sur la rémunération demandée? Alors non, la rémunération, c'était un webinaire à part entière où on parlait rémunération. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, Claire, parce que du coup, il me faut 1 heure minimum pour parler rémunération. Les bonnes questions à poser en fin d'entretien, ça oui, sans problème. Hop. En fin d'entretien, l'idée, c'est toujours avoir une question. Donc, ça peut être... Alors, moi, la question que j'adore, c'est la culture d'entreprise. Je trouve que c'est assez intéressant. Et surtout, le fait de s'intéresser à son interlocuteur, c'est-à-dire que la personne vous a posé plein de questions pendant 1 heure et à la fin, vous pouvez lui dire j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez dans la boîte depuis 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné à l'époque envie de rentrer dans l'entreprise et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours heureux d'aller y travailler aujourd'hui? Ça peut vous donner aussi un indicateur si il fait bon vivre dans la boîte. Ça peut être pas mal. Et surtout, on pose la question de quelles sont les étapes suivantes dans le process de recrutement pour savoir qui revient vers qui et sous combien de temps. C'est important d'avoir des infos de relance pour bien travailler aussi votre relance. Il ne faut pas hésiter à faire 3 ou 4 relances parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont tendance un peu à vous zapper et à vous ghoster à un moment donné. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. À quel moment on peut parler salaire? En fin d'entretien, on a beaucoup d'entreprises qui ont des process longs, 3 à 5. Moi, j'ai eu une boîte, elle avait plus de 15 entretiens, c'était la folie. Moi, je pars du principe qu'il faut poser la question à la fin de l'entretien, savoir en tout cas quelle est la fourchette envisagée par l'entreprise. Parce que si vous attendez le 5e entretien pour savoir que la boîte va super mal vous payer, il n'y a pas d'intérêt. C'est une perte de temps pour vous comme pour elle. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà une base. C'est pas forcément là où on va tout négocier. On peut rentrer dans le détail de la négo à la fin du 3e ou 5e entretien. Mais en tout cas, à la fin du 1er entretien, il faut qu'on ait déjà une idée de la fourchette que l'entreprise est prête à mettre pour recruter le candidat. Et après, on rentre dans la bataille de la négociation. Moi, ce que j'ai fait récemment face à un recruteur, face à un cabinet, d'accord, donc pas le client, mais le cabinet,
je lui ai tout de suite dit, voilà, est-ce que parce que c'était un secteur très particulier, j'ai dit, je vais poser la question directement, est-ce qu'ils sont capables de me payer correctement? Voilà. Et ça s'est très bien passé. Ben oui, oui. Après, on a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise à parler argent, alors qu'en fait, bah, c'est le nerf de la guerre et ça paraît logique. Je le rappelle souvent, hein, le contrat de travail, c'est un contrat marchand. On échange vos compétences contre de la rémunération. Donc, c'est logique de parler argent. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai rencontré plusieurs chasseurs de tête et j'aurais demandé de m'évaluer, évaluer combien je vais aller sur le marché aujourd'hui. Sur un marché français, hein, moi je ne suis pas sur le marché français aujourd'hui, pour que ça me donne une idée du coup de ma valeur et de voir par rapport à ce qui est proposé, si c'est ou pas, ou s'il n'y a rien de proposé. Et donc, ben, voilà. Ouais. Voilà quels sont les repères et voilà ce à quoi j'aspire. Et ça, c'est très bien parce que c'est aussi l'avantage quand on va rencontrer des cabinets de recrutement. On rentre dans leur vivier et deux, effectivement, ils peuvent nous dire quelles sont les tendances du marché et comment on peut se positionner. Est-ce que le positionnement qu'on a ou qu'ils peuvent, eux, nous définir ce positionnement. Mais sinon, c'est aussi de valider le positionnement qu'on se donne par rapport au marché et eux vont dire, bah oui, c'est cohérent ou pas cohérent par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à leurs clients, par rapport aux besoins et aux demandes. Donc ça, faut profiter de ces entretiens avec les cabinets justement pour poser toutes ces questions et pouvoir bien se positionner sur le marché. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est ultra. J'ai aussi eu des questions en privé où on me disait, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si on est en recherche d'emploi et puis à un moment donné, on a une maladie qui arrive, que ce soit un cancer ou autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle dans le cadre de sa recherche d'emploi? Est-ce qu'on prévient les recruteurs que l'on va croiser? J'ai envie de dire, ça dépend de ce qui nous touche. Est-ce que c'est typiquement on est en recherche d'emploi, on passe des entretiens, mais on vient de découvrir qu'on avait un nodule ou qu'on avait potentiellement un début de cancer, ça risque de mettre en pause malgré tout la recherche d'emploi parce que vous allez tomber sur beaucoup de RH qui ne vont pas comprendre si vous dites bah, alors je veux bien le job, mais alors par contre vous inquiétez pas, j'ai un début de cancer mais je vais me soigner. Bon, bah, clairement les 3/4 des RH vont stopper le process direct. La maladie chez beaucoup de RH, ça renvoie à l'idée de la mort et on n'a clairement pas envie de recruter quelqu'un qui nous renvoie l'image de la mort. C'est horrible, hein, ça fait partie des biais dans le recrutement sur lequel il faut vraiment encore beaucoup travailler auprès de beaucoup de RH. Comme le fait d'avoir quelqu'un qui a eu une maladie, qui s'en est très bien sorti et qui veut reprendre un travail, il y a toujours cette image qui traîne en disant « oui, non, mais il a été malade, du coup, il peut retomber malade ». Ouais, comme pour beaucoup de personnes, on peut tous mourir écrasés demain en traversant la rue. Donc, si partant de là, on ne recrute plus personne. Donc, c'est en tout cas, dans le cadre de la recherche d'emploi, c'est vous, est-ce que vous avez la santé nécessaire et la motivation nécessaire à gérer les deux de front. Parce que gérer une maladie et gérer une recherche d'emploi, c'est quand même deux choses très difficiles. Donc voilà, il faut peut-être arriver à temporiser un petit peu la recherche avant de repartir et de se jeter dans les deux, quoi. Parce qu'à un moment donné, si vous prenez un job et que l'entreprise découvre que vous étiez malade, bon, elle peut mal le prendre, comme elle peut décider de vous accompagner et de vous aider dans cette étape. Tout dépend de la personne et de véritablement la culture de l'entreprise. Et ça, on ne le sait qu'une fois qu'on est dedans, malheureusement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après l'entretien, forcément, vous êtes tous au courant du mail de remerciement. On va remercier pour l'entretien, on va rappeler l'intérêt pour le poste, ce que vous avez compris du job, et toujours d'une manière positive et projective. Il n'y a pas de « j'espère, je pense ». Faut être le plus positif possible. On travaille son réseau, donc on va ajouter les gens sur LinkedIn en contact pour qu'ils se souviennent de nous et pour aussi faire les relances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez relancer par téléphone, vous pouvez relancer par email, vous pouvez relancer par LinkedIn. Trouver des moyens différents de relancer vos interlocuteurs pour qu'ils ne se lassent pas, mais surtout pour qu'ils ne vous oublient pas. C'est aussi le plus important. Dans l'idée, bien sûr, d'être embauché. Qu'est-ce qu'on me demande encore comme question? Entre parler trop ou pas assez, comment doser son temps de parole en entretien? Alors ça, c'est observer, pour le coup, observer l'interlocuteur.
quand vous allez avoir votre interlocuteur qui vous le sentez s'agacer, vous le voyez taper, faire ça sur son ordinateur ou sur ses notes, ou commencer à regarder ailleurs, là, il faut observer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir que vous ne l'intéressez plus et qu'il faut mettre un mot fin à votre phrase pour lui laisser la possibilité de reprendre la parole. Comme lorsque vous le voyez vouloir interagir et que vous continuez, là, c'est qu'il veut en placer une, donc il faut se taire. Moi, il y a un truc que je fais toujours en entretien, déjà pour avoir fait passer beaucoup d'entretiens d'embauche, c'est en début d'entretien demander de combien de temps va être l'entretien. Oui, démarrer l'entretien, c'est important aussi là-dessus. Savoir combien, et ça pour un entretien réseau ou un entretien classique, c'est de combien de temps vous avez devant vous pour qu'on puisse échanger, savoir si la personne a du temps ou pas. Ouais, ça c'est important. Et la même chose à la fin de l'entretien, c'est on remercie à la fin de l'entretien, on dit les prochaines étapes qui vont avoir lieu après. Voilà. Après, c'est des choses assez classiques de base. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était très clair, très intéressant. Merci. Ouais, c'était super, merci beaucoup. Oui, c'était très bien. Très bien. Et ceux qui sont en recherche, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, on ne sait jamais si je peux activer mon réseau. Okay. On ne va pas y manquer. Si tu peux aider, je le fais. Merci beaucoup, Amélie. Avec grand plaisir, Damien. Je sais que je peux revenir vers toi par message sur LinkedIn. Ça marche. Je n'ai pas oublié. Merci, Amélie, c'était très bien, parfait. Hop, et puis si vous avez après des questions plus perso ou autres, pareil, sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'écrire. Si je peux faire des mises en relation, vous présenter un job, on ne sait jamais, je le ferai avec grand plaisir. Le réseau, ça doit servir à ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Rendez-vous sur YouTube du coup pour voir à nouveau le replay et rendez-vous au prochain. Je sais qu'il y en a sur, je ne sais plus sur quoi. Alix nous dirait, vous recevrez prochainement un email. Normalement, il y a déjà eu la négo de salaire, donc n'hésitez pas à regarder les replays sur YouTube. Et s'il y a besoin d'en refaire un sur la négo de salaire, on peut en reprogrammer un sans problème. Je sais que c'est important. Merci, bon après-midi à tous. Et à bientôt. Merci, bon après-midi.